Le soleil ne s'était pas encore levé quand Madeleine était déjà debout. C'était ainsi depuis si longtemps qu'elle ne savait même plus à quelle époque cela avait commencé. Son corps connaissait l'heure avant que le réveil ne sonne, avant que les coqs du voisinage ne crient, avant que le monde ne décide de se réveiller. Elle attacha son châle en laine grise sur ses épaules, glissa ses pieds dans ses vieilles pantoufles et sortit dans la cour. L'air de la Provence était encore frais. Dans quelques heures, la chaleur serait implacable, comme tous les étés dans ce petit village de Sainte-Croix de Verdon, un endroit si petit qu'il n'apparaissait sur presque aucune carte routière. Quelques maisons de pierre éparpillées sur les collines, une route de terre qui longeait le lac, et un silence si profond qu'il faisait parfois mal aux oreilles. Le poulailler était collé au mur latéral de la maison, construit avec des planches récupérées, du grillage rouillé et un toit en tôle que le vent faisait chanter les nuits d'hiver. 5 poules maigres picoraient la terre sèche. « Alors, mes filles, » dit Madeleine en s'approchant, « qu'est-ce que vous m'avez laissé aujourd'hui ?» Elle leur parlait comme à des personnes. Peut-être parce qu'à cette heure-là, elles étaient de sa seule compagnie. Elle trouva 4 œufs, 2 encore chauds, qu'elle posa délicatement dans son panier en osier. Ces œufs, elle les vendait le jeudi au marché de Riez, à 1,50 € pièce. Avec cet argent, elle achetait du sel, de la farine, de l'huile. Parfois, quand il en restait, un peu de sucre pour le lait chaud des enfants. En rentrant, elle s'approcha du mur où était accroché un vieux cadre en bois. Camille souriait dans la photo. Ses grands yeux verts, sa robe à fleurs bleues, ses cheveux attachés avec un ruban blanc. Madeleine fit le signe de la croix, porta ses doigts à ses lèvres et les posa sur le verre. « Veille sur eux de là où tu es, ma fille », la même phrase, chaque matin. Dans la chambre à côté, les jumeaux dormaient encore. Lucie, avec sa tresse à moitié défaite et le front légèrement plissé, rêvait encore de quelque chose. Théo, la bouche ouverte, serrait contre sa poitrine un vieux carnet. Sur la page ouverte, un dessin au crayon, un visage de femme. Ce n'était pas parfait. C'était la tentative d'un enfant de se souvenir d'un visage qu'il n'avait presque jamais connu. Madeleine les observait depuis la porte. Elle n'entra pas. Elle resta là, simplement, à les regarder respirer. Et pendant un instant, le monde fut en paix. Cette paix avait duré 10 ans. 10 ans depuis cette nuit-là, que Madeleine n'avait jamais oubliée. Elle était gravée dans ses os comme une cicatrice invisible qui brûle quand le temps change. Camille était arrivée un soir de novembre sans prévenir, sans bagage, avec des vêtements sales, la lèvre fendue et un ventre de presque 8 mois. Madeleine ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas vu sa fille depuis plus d'1 an. La vieille femme avait ouvert la porte, l'avait vue trembler sur le seuil, les yeux gonflés, et n'avait rien dit. Elle n'avait pas eu besoin d'explication. Elle l'avait prise dans ses bras, portée à l'intérieur, réchauffé une assiette de soupe que Camille n'avait même pas touchée. « Qui t'a fait ça, ma fille ?» Camille avait secoué la tête. « Ne me demande pas, maman, s'il te plaît. » Et Madeleine n'avait pas insisté, ni ce soir-là, ni les soirs suivants, parce que chaque fois qu'elle essayait, Camille se fermait comme une porte verrouillée. Elle tremblait. Ses yeux revenaient constamment vers la fenêtre, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la chercher. Les jumeaux naquirent un matin d'octobre. D'abord Lucie, criant fort, comme si elle exigeait des réponses du monde dès son premier souffle. 2 minutes après, Théo, plus silencieux, comme s'il demandait déjà la permission d'exister. Camille les regardait avec des yeux que Madeleine n'arrivait pas à déchiffrer. Ce n'était pas seulement de l'amour, il y avait quelque chose de sombre dedans. Comme si, en voyant leur visage, elle savait que ses enfants portaient déjà un destin qu'elle ne pourrait pas changer. Les mois suivants furent tous les plus étranges que la vieille dame eût jamais vécu dans cette maison. Camille s'occupait des bébés comme quelqu'un qui sait qu'il va partir bientôt, avec une tendresse désespérée. Elle les serrait contre elle, comme si chaque étreinte était la dernière. Entre les tétés, elle prenait le vieux téléphone de Madeleine et allait parler à voix basse dans la cour. Madeleine attrapait des fragments. « Ne lui dis pas où je suis. S'il me trouve, tout sera fini. » Puis vint ce matin-là. Madeleine se réveilla et sut que quelque chose n'allait pas avant même d'ouvrir les yeux. Le silence était différent. Elle alla dans la chambre de Camille et trouva le lit fait, les vêtements pliés et un morceau de papier plié en 2 sur l'oreiller. « Pardonne-moi, maman. Si je reste, je vous mets tous en danger. Prends soin d'eux comme tu as pris soin de moi. Ne cherche pas de réponse. Prends juste soin d'eux. Le nom de cet homme est... » Madeleine lut la dernière ligne, plia la lettre et la garda au fond d'une boîte en bois sous le lit. Une phrase qu'elle n'avait jamais répétée à personne. Les jumeaux avaient 4 mois. Camille avait 23 ans. Et Madeleine était assise au bord du lit avec 2 bébés qui pleuraient dans ses bras, sachant que la vie lui demandait quelque chose qu'elle ne savait pas si elle pourrait donner. Elle le donna quand même, chaque jour, pendant 10 ans.
Les gens du village chuchotaient que la fille Boulay était partie avec un homme, abandonnant ses enfants comme on abandonne des vieux meubles. Madeleine écoutait sans rien dire, parce que les gens pouvaient ou raconter ce qu'ils voulaient. Personne ne s'était levé à 4 heures du matin pour préparer des biberons. Personne n'avait vendu ses dernières poules pour payer des médicaments quand Théo avait eu une bronchite sévère l'hiver de ses 2 ans. Personne n'avait recousu les chaussures de Lucie 4 fois, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour en acheter de nouvelles. Personne. Seulement elle. Et maintenant, 10 ans plus tard, avec la lettre gardée sous le lit et la photo de Camille au mur, les enfants commençaient à poser des questions auxquelles Madeleine ne savait pas répondre. Lucie n'avait jamais été une petite fille naïve. Depuis toute petite, elle avait ce regard qui mettait les adultes mal à l'aise, cette façon d'observer tout sans rien dire, comme si elle assemblait un puzzle dans sa tête et qu'il ne manquait qu'une seule pièce. Cette pièce avait un nom, maman. Un après-midi, pendant que Madeleine préparait des crêpes sur la plaque, Lucie s'assit sur le petit tabouret en bois à côté de la table et la regarda en silence pendant un long moment. « Mamie » dit Lucie avec une voix qui n'était plus vraiment celle d'une enfant. « Pourquoi on n'a pas une seule photo de maman avec nous? Quand on était bébé, je veux dire. » La crêpe brûla. Madeleine la retourna trop tard, et l'odeur de pâte cramée envahit la cuisine. « Bien sûr qu'elle vous portait, ma chérie, elle vous portait toute la journée. » « Alors pourquoi il n'y a pas de photo? » « Parce qu'on n'avait pas d'appareil. On était pauvres, Lucie. On est pauvres. Madame Fontaine est pauvre, et elle a des photos de tous ses enfants. » Madeleine pressa la pâte entre ses doigts plus fort que nécessaire. « Ta maman vous aimait beaucoup. Elle a dû partir. Je t'ai déjà dit. Vous ne me dites jamais où, ni pourquoi, ni quand elle revient. Je ne sais pas. Et elle n'a jamais envoyé une lettre, jamais appelé. En 10 ans, elle n'a rien dit. Chaque question était un clou dans le cercueil. Madeleine sentait tout ça. La pire partie n'était pas de mentir. La pire partie, c'était que ça devenait de plus en plus difficile. Lucie n'avait plus 6 ans. Elle en avait 10. Et à 10 ans, les mensonges se voient. Pendant ce temps, dans la cour, Théo dessinait dans son vieux carnet. Toujours le même visage. Les grands yeux, les cheveux longs, un sourire qu'il n'arrivait pas à distinguer entre vrai et faux. « Elle me ressemblait ?» avait-il demandé à sa grand-mère une fois. « Tu as ses yeux, mon garçon. » C'était tout ce qu'elle avait. Et il s'était accroché à cette phrase comme quelqu'un s'accroche à une corde au fond d'un puits. Ce soir-là, pendant que la vieille femme faisait la vaisselle dehors, Lucie entra dans la chambre de sa grand-mère. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle s'en doutait depuis des mois. Elle avait vu Madeleine sortir quelque chose de sous le lit et lire la nuit, quand elle croyait que les enfants dormaient. Elle s'agenouilla, glissa la main sous le matelas. Rien. Elle chercha mieux. Ses doigts touchèrent une boîte en bois. Elle la tira. À l'intérieur, une petite image de la Vierge, un rosaire aux grains usés, et un morceau de papier plié en deux, jauni par le temps. Elle le prit, l'ouvrit et commença à lire. « Pardonne-moi, maman. Si je reste, je vous mets tous en danger. Prends soin d'eux comme tu as pris soin de moi. Ne cherche pas de réponse. Prends juste soin d'eux. » Et puis, tout en bas, une dernière ligne. Mais Madeleine était déjà dans l'encadrement de la porte, les mains encore mouillées, les yeux brûlants. Elle traversa la pièce en 2 pas et arracha le papier des mains de Lucie. « Ce n'est pas à toi, c'est à moi. » « Qu'est-ce qu'il y a d'écrit en bas? J'ai vu qu'il y avait autre chose. C'est l'heure d'aller dormir. » Lucie la regarda avec quelque chose que Madeleine n'avait jamais vu dans ses yeux. Pas de la tristesse, pas de la curiosité, de la colère. Une colère froide, silencieuse, le genre qui ne se crie pas, qui se retient et se garde en dedans et qui fait bien plus mal. La petite sortit sans rien dire, s'allongea dans le lit à côté de Théo, qui dormait déjà son carnet dans les bras. Et elle fixa le plafond de la vieille maison, les yeux grands ouverts. Maintenant, elle savait 2 choses. D'abord, sa mère avait vraiment écrit. Ensuite, sa grand-mère lui avait menti pendant 10 ans. 3 jours plus tard, le village changea. Ce n'était pas un changement bruyant. Il n'y eut ni cri, ni alarme. C'était quelque chose de plus subtil, de plus lourd. Comme quand le ciel devient jaune avant une tempête et que tous les animaux se taisent en même temps. Il était environ 11 heures du matin. Le soleil tapait déjà, et la chaleur faisait trembler l'horizon sur la route de terre. Monsieur Bernard, le propriétaire de l'épicerie, rangeait des sacs de pommes de terre à l'entrée quand il le vit. D'abord seul, un nuage de poussière au loin, puis le reflet de quelque chose de métallique, et ensuite le son. Un moteur qui n'était pas celui d'un vieux tracteur. C'était un moteur puissant, doux, coûteux. Le Katoga 4 était noir, blindé, avec des vitres teintées qui empêchèrent de voir à l'intérieur.
Les larges pneus écrasaient la terre sèche, comme si la route leur appartenait. Il s'arrêta devant l'épicerie, et la poussière mit du temps à retomber. La portière du passager s'ouvrit. Un homme mince, en costume gris, lunettes rectangulaires, portant un attaché-case en cuir, descendit du véhicule. Il avait l'air d'un document officiel. Puis la portière arrière s'ouvrit, et lui sortit. Grand, peau claire, costume bleu marine foncé, chemise blanche sans cravate, chaussures si brillantes qu'elles réfléchissaient le soleil. Une montre dorée qui scintillait. Il ne souriait pas, ne transpirait pas, regardait le village comme quelqu'un qui regarde quelque chose qu'il a déjà acheté. Édouard Lavigne était arrivé. Monsieur Bernard lâcha le sac qu'il portait, pas à cause du poids, mais par instinct. L'homme au costume gris s'approcha du comptoir avec des pas courts et précis. « Bonjour, nous cherchons une dame. Madeleine, on l'appelle Madame Madeleine. Elle habite ici avec 2 enfants. » Monsieur Bernard le regarda, puis regarda l'autre, le grand, celui dont il n'avait pas encore parlé. Celui-là ne dit rien, mais la façon dont il se tenait disait tout. « Et vos affaires avec elle ?» dit Monsieur Bernard. « Des affaires légales, » dit l'homme au costume gris sans sourciller. « Pouvez-vous nous dire où elle habite ?» Monsieur Bernard avala sa salive et dit, en regardant droit devant lui sur la route de terre, « La dernière maison, celle avec le poulailler. » L'homme au costume gris inclina la tête. Édouard ne le regarda même pas. Ils retournèrent au 4x4 et le moteur ronronna doucement, comme un animal qui n'a pas besoin de grogner pour que vous sachiez qu'il est dangereux. Derrière eux, à une centaine de mètres, une voiture de gendarmerie les suivait à allure lente. À l'intérieur, le brigadier Moulin conduisait d'une main et tenait de l'autre une enveloppe jaune qu'on venait de lui remettre. Les gyrophares n'étaient pas allumés. La sirène était éteinte. Il portait le prix de son silence dans sa boîte à gants. Monsieur Bernard les regarda s'éloigner sur la route de terre. Le nuage de poussière fut long à se dissiper. Il fit le signe de la croix, et il ne fut pas le seul. 3 maisons plus loin, derrière une fenêtre sans rideau, la vieille Henriette regardait passer le 4x4 noir, en serrant son rosaire très fort. Quelque chose était arrivé au village, et ne repartirait pas facilement. Madeleine balayait la cour quand elle entendit le moteur. Elle s'immobilisa, puis fit silence en elle. C'était pire que n'importe quel bruit. Elle leva les yeux et les vit. 2 hommes marchant vers sa maison. Derrière eux, le 4x4 noir aux vitres teintées. Et plus loin, la voiture du brigadier Moulin, moteur allumé. Elle serra le balai à 2 mains, non par habitude, mais par instinct. L'homme grand s'arrêta à 3 mètres d'elle. Il regarda la maison, le poulailler, les poules maigres. Quelque chose ressemblant à un sourire apparut sur son visage. Pas un sourire de joie, un sourire de pouvoir. « Vous êtes Madeleine ?» dit-il. « Madame Madeleine !» se reprit-elle, sans savoir d'où lui venait ce reste de dignité. L'homme n'hésita pas. « Je m'appelle Édouard Lavigne. Je suis venu chercher mes enfants. » Les mots tombèrent comme un seau d'eau glacée dans la chaleur. Madeleine sentit ses jambes vaciller, mais elle ne bougea pas. Édouard glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit une photographie. Il la lui tendit. Madeleine la prit, les mains tremblantes. Sur la photo, Camille, plus jeune, les cheveux détachés, souriante. Et à côté d'elle, le bras sur ses épaules, Édouard Lavigne souriant comme si c'était un couple un jour ordinaire. « Camille et moi avons eu des jumeaux. Vous les avez ? L'heure est venue. » L'homme au costume gris s'avança. « Je suis maître Renard, » dit-il d'une voix monotone, comme s'il était dans un bureau et non au milieu d'une cour poussiéreuse. « Nous apportons avec nous les actes de naissance des enfants, une demande formelle de garde parentale et une ordonnance du tribunal local pour entamer la procédure de transfert. Tout est en ordre. » Madeleine regarda les papiers sans les toucher. Les lettres se brouillèrent dans son esprit. Elle n'avait pas besoin de les comprendre pour savoir ce qu'ils signifiaient. « Ces enfants sont mes petits-enfants, » dit-elle, la voix brisée. « Je les ai élevés depuis leur naissance. Leur mère me les a confiés. » « La mère n'avait pas l'autorité légale pour faire ça, » répondit maître Renard sans lever les yeux de son dossier. « Le père biologique a le droit à la garde. La loi est claire. La loi. » Madeleine laissa tomber le balai. « Où était la loi quand je les nourrissais avec 4 œufs et une poignée de sel ? Où était cet homme quand Théo a fait une bronchite sévère et que j'ai dû vendre mes poules pour payer les médicaments ?» Édouard la regarda comme quelqu'un qui écoute un chien aboyer, mais n'en a pas peur. « Je comprends que ce soit difficile, madame. Mais la loi est de mon côté. On peut faire ça à l'amiable ou à la dure. Je préfère l'amiable. » À l'intérieur de la maison, derrière le rideau de tissu qui couvrait la fenêtre de la cuisine, Théo regardait avec un œil. Il vit l'homme grand, vit la grand-mère trembler, vit les papiers et entendit ce mot qui lui traversa la poitrine comme une épine. Enfant.
Lucie agrippa son bras par derrière. « Recule » souffla-t-elle. Mais Théo ne bougea pas. Il dévisagea l'homme au costume bleu avec un mélange de peur et d'autre chose. Quelque chose que Lucie reconnut immédiatement et qui lui fit froid dans le dos. De la curiosité. Édouard fit un demi-pas en arrière. « Je vous laisse quelques jours pour réfléchir, madame. Je ne suis pas pressé. Mais ça va arriver. » Maître Renard posa le dossier sur la table de la cour, à côté du panier d'œufs. Ils se retournèrent et marchèrent vers le 84. Ils ne regardèrent même pas en arrière. Il n'y avait pas besoin. Ils avaient déjà déposé ce qu'ils étaient venus déposer. La poussière monta quand le véhicule s'éloigna. Madeleine resta là, le soleil sur le visage, les yeux fixes. Elle tenait la photo de Camille et Édouard dans une main et rien dans l'autre. Les poules picoraient le sol à ses pieds comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était passé. Ce soir-là, Madeleine ne mangea pas. Elle s'assit près du fourneau éteint, le regard perdu dans ses pensées. Les jumeaux mangèrent seuls en silence, quelques crêpes avec du sel. Théo ne cessait de regarder sa grand-mère. Lucie ne la regarda pas une seule fois. Quand ils furent dans leur chambre, Madeleine attendit que la maison soit silencieuse. Puis elle alla vers le lit, s'agenouilla, prit la boîte en bois et sortit la lettre de Camille. Elle l'ouvrit, la lut entièrement, comme elle le faisait chaque nuit. Mais cette fois, elle ne pleura pas de tristesse. Elle pleura de peur, parce que quelque chose dans cet homme lui glaçait le sang, quelque chose qu'elle ne savait pas expliquer. Ou peut-être qu'elle savait, mais n'osait pas. Elle embrassa la lettre, la replia, la rangea, et entendit alors la voix. « Mamie !» Théo était pieds nus dans l'encadrement de la porte, serrant son carnet contre sa poitrine. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait pas, il se retenait. « Cet homme est notre père. » Madeleine le regarda, ouvrit la bouche et la referma. « Viens là, mon garçon. » Théo s'approcha lentement. Madeleine le fit s'asseoir au bord du lit et caressa ses cheveux. « Cet homme dit qu'il est ton père. Mais un père, ce n'est pas quelqu'un qui arrive un jour avec des papiers. Un père, c'est quelqu'un qui reste. Alors pourquoi il vient maintenant ? Je ne sais pas, mon garçon. C'était un mensonge. Mais cette vérité-là n'était pas pour un enfant de 10 ans. » Théo resta silencieux un instant. Puis il dit quelque chose qui brisa le cœur de la vieille dame. « Et s'il vient parce qu'il nous aime ?» Madeleine avala sa salive, serra sa main et ne put pas répondre. Derrière la porte, Lucie avait tout entendu. Elle attendit que Théo s'endorme. Elle attendit que la vieille sorte dans la cour. Puis elle la suivit. « Mamie !» Madeleine se retourna. La petite était dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, une expression qui ne ressemblait pas à celle d'une fille de 10 ans. Elle ressemblait à quelqu'un de fatigué d'être trompé. « Vous saviez, n'est-ce pas ? Qui est cet homme ? Son nom est écrit dans la lettre. J'ai compris qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que vous ne m'avez pas laissé lire. » Madeleine sentit l'air de la Provence se figer dans ses poumons. « Lucie, il y a des choses que tu ne peux pas savoir encore. J'ai 10 ans, mamie. Je n'en ai plus 5. Vous nous avez menti, tout ce temps. Vous disiez que vous ne saviez rien, mais vous saviez. Je l'ai fait pour vous protéger. » Nous protéger de quoi ? La vieille ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Parce que la réponse était trop grande pour cette nuit-là, pour cette cour-là, pour cette petite fille qui la regardait avec les mêmes yeux. Les yeux de Camille, ces mêmes yeux qu'il avait regardés depuis le seuil la dernière nuit avant de disparaître. Lucie attendit quelques secondes. Madeleine ne dit rien. La petite inclina lentement la tête, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Bonne nuit, mamie !» Elle se retourna et entra. Elle ne claqua pas la porte, ne cria pas, ne pleura pas. Elle fit quelque chose de pire. Elle sortit en silence, et Madeleine resta seule dans la cour, avec la certitude qu'elle venait de perdre quelque chose qu'aucun mensonge supplémentaire ne pourrait jamais lui rendre. Madeleine fit ce que fait toute personne désespérée. Elle sortit demander de l'aide. Elle alla d'abord chez Monsieur Bernard. L'homme la vit arriver et, avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche, il secouait déjà la tête. « Madeleine, je vous aime beaucoup, vous le savez, mais vous ne savez pas qui est cet homme. Celui qui s'y frotte, s'y pique. Allez voir le brigadier. »« Ah, le brigadier est avec lui, Bernard. » Monsieur Bernard baissa les yeux. « C'est pour ça que je vous le dis. » Elle alla chez Henriette, la sage-femme qui avait aidé à mettre les jumeaux au monde. La vieille dame la reçut avec un café tiède et lui prit les mains. « Ah, je voudrais bien t'aider, mais j'ai mes petits-enfants à moi aussi. Si cet homme apprend que je me suis mêlé de ça, qui me protégera ?» Elle alla voir le père Mathieu, le curé du village. Elle lui raconta tout. Le prêtre l'écouta et dit « Je vais prier pour vous, Madeleine.
Dieu n'abandonne pas les siens. Mon père, j'ai besoin de plus que des prières. Trouvez un avocat, ma fille. Avec quoi? Avec mes 4 œufs? Elle rentra chez elle les mains vides et l'âme encore plus vide. Tout le village savait ce qui se passait. Tout le village faisait semblant de ne pas voir. Ce même après-midi, le brigadier Moulin frappa à sa porte et parla sans la regarder dans les yeux. « Madame Madeleine, je vous apporte une notification du tribunal. Le juge Aubert a ouvert une procédure de garde en faveur de Monsieur Lavigne. Vous avez 15 jours pour présenter votre défense. » « Ma défense? Et comment je me défends, Moulin? Vous me connaissez depuis que j'étais petite. Vous savez que ces enfants sont ma vie. » Le brigadier remit sa casquette. « J'apporte juste les papiers, madame. Je ne fais pas les lois. » Il repartit sans se retourner. Madeleine resta avec le papier en main. Tout légal, tout acheté. Édouard revint 4 jours plus tard, seul cette fois, sans le cortège, avec 2 grands sacs d'une boutique de la ville et un sourire que la vieille ne lui connaissait pas, plus doux, plus dangereux. « Bonjour, madame. Je ne suis pas là pour me battre. Je veux juste voir mes enfants. » Madeleine était dans l'encadrement de la porte comme un rempart de chair et d'os. « N'approchez pas plus. Je veux juste leur parler. Vous ne trouvez pas juste qu'ils connaissent leur père ?» Avant que la vieille puisse répondre, Théo apparut derrière elle. Il avait entendu le 4x4. Il avait vu l'homme. Et cette curiosité que Lucie avait aperçue dans ses yeux le premier jour était encore là, brillant intensément, impossible à ignorer. Édouard le vit. Son corps entier changea. Il s'agenouilla légèrement, adoucit sa voix, pencha la tête comme si l'enfant était à sa hauteur. C'était un homme qui savait se comporter. « Tu dois être Théo. » Le garçon hocha lentement la tête, s'agrippant à la jupe de sa grand-mère. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Édouard ouvrit un des sacs et sortit une boîte de crayons de couleur professionnelle, des feutres en 100 teintes différentes, du genre que Théo n'avait vu qu'à la télévision chez Monsieur Bernard. Les yeux du garçon s'arrondirent. « On m'a dit que tu aimais dessiner. Un artiste a besoin de bonnes couleurs, non ?» Théo regarda les crayons, regarda sa grand-mère, regarda les crayons à nouveau. Madeleine sentit les petits doigts de l'enfant lâcher sa jupe. De l'autre sac, Édouard sortit une robe rose pour Lucie, une poupée avec de vrais cheveux et un sachet de bonbons de la ville. Lucie était sortie dans le jardin, attirée par le bruit. Mais quand elle vit les cadeaux, elle se figea, restant à 3 mètres de distance, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Je ne veux rien de vous, » dit la petite. Édouard ne broncha même pas. Il sourit seulement. « C'est bon, ma fille, quand tu seras prête. » Mais Théo avait déjà ouvert la boîte de crayons. Il touchait les crayons un par un, comme s'ils étaient sacrés. « Tu veux faire un tour ?» dit Édouard au garçon en pointant le 4x4. « Il y a la climatisation. Tu n'as jamais rien senti de pareil ?» Madeleine ne cria pas. Mais Théo regardait déjà le véhicule. Des choses bidéroses qu'il n'avait jamais eues. Des choses qu'il ne savait même pas qui existaient. Édouard n'insista pas sur ce point. Il n'en avait pas besoin. La graine était plantée. Il se leva, épousseta le genou de son pantalon et, avant de partir, regarda Théo et dit d'une voix calme « Je suis ton père, mon fils. Je veux te donner tout ce que tu mérites, tout ce que cette vie ne t'a pas donné. » Il ne dit pas « que ta grand-mère ne t'a pas donné ». Ce n'était pas nécessaire. Le message était là, flottant dans l'air comme la chaleur de midi. Il monta dans le 4x4 et s'en alla. Théo resta dans la cour avec la boîte de crayons serrée contre la poitrine. Lucie l'observait depuis la porte, les poings serrés. Et Madeleine, debout entre les deux, sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais senti en 10 ans à les élever seuls. Elle sentit qu'elle ne suffisait pas, que 10 ans de crêpes, de nuits de fièvre et d'œufs vendus à 1,50 € ne pouvaient ou pas rivaliser avec une boîte de crayons de couleur. Édouard revint les 3e, 4e et 5e jours, comme s'il était un voisin qui passait dire bonjour. Théo l'attendait. Il s'asseyait près du portail, regardant la route de terre. Quand le nuage de poussière apparaissait au loin, il rentrait en courant se peigner les cheveux avec les doigts. Un après-midi, Édouard s'assit avec lui sur le banc de pierre. Il retroussa ses manches et le laissa même porter sa montre dorée un moment. Théo le regardait avec ce regard que seuls les enfants qui n'ont jamais eu de père possèdent. « Tu dessines bien, mon fils, » dit Édouard en regardant le carnet. « Qui t'a appris ? Personne, juste moi. Ça se voit. Tu as du talent. Il y a des écoles pour ça en ville, des écoles où on t'apprend à peindre sur de grandes toiles avec de vraies peintures. Je pourrais t'y emmener. » Théo cessa de dessiner. Il leva les yeux. « Vraiment ? Vraiment. Tu aurais ta propre chambre, ton propre lit. Tu n'aurais pas à partager le matelas avec personne. » Le garçon baissa les yeux et ne dit rien. Mais Édouard vit que la graine continuait à pousser et décida de l'arroser encore un peu. «
Tu savais que ta mère dessinait aussi ?» Théo leva brusquement la tête. « Vous avez connu ma mère ?» Et c'est là qu'Édouard commit sa seule erreur. Ce n'était pas une grande erreur. C'était un tout petit faux pas, une toute petite fissure dans le masque qu'il portait depuis qu'il était arrivé au village. Mais c'était suffisant. « Bien sûr que je la connaissais », dit-il avec un sourire qui dura une demi-seconde de trop. Camille et moi étions ensemble. Il s'arrêta, regarda l'horizon. Puis il regarda l'enfant à nouveau et laissa tomber les mots comme quelqu'un qui craque une allumette sur de la terre sèche. « Ta mère savait qui j'étais. Elle savait ce que je pouvais lui donner. Mais elle a préféré fuir. C'est pour ça qu'elle est partie. » Théo fronça les sourcils. « Elle a fui de vous ?» Édouard réalisa son erreur une seconde trop tard et changea de ton. « Non, elle n'a pas fui. C'était compliqué, mon fils. Des choses d'adulte. L'important, c'est que je suis là maintenant. » Il ébouriffa les cheveux du garçon et se leva. « Je reviendrai demain. Pense à l'école. » Il s'en alla. Le 4x4 souleva son habituel nuage de poussière. Théo resta assis avec le carnet ouvert, une nouvelle question le rongeant. Pourquoi sa mère avait-elle fui quelqu'un qui semblait si bien? Mais Théo ne fut pas le seul à entendre. Lucie était derrière le mur du poulailler, accroupie, immobile, les poules picorant autour de ses pieds tenus. Elle avait tout entendu, chaque mot. Et cette phrase, « Ta mère savait qui j'étais », c'est pour ça qu'elle est partie. C'était gravé dans sa mémoire comme une brûlure. Ce soir-là, elle attendit. Attendit que Théo s'endorme en serrant son carnet. Attendit que Madeleine aille faire la vaisselle dans la cour. Et quand la maison fut silencieuse, elle entra dans la chambre de sa grand-mère, s'agenouilla à côté du lit et sortit la boîte en bois. Cette fois, elle ne tremblait pas. Cette fois, elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle ouvrit la lettre et lut ce qu'elle savait déjà à moitié. « Pardonne-moi, maman. Si je reste, je vous mets tous en danger. Prends soin d'eux comme tu as pris soin de moi. Ne cherche pas de réponse. Prends juste soin d'eux. Le nom de cet homme est Édouard Lavigne. C'est lui. Ne le laisse pas vous trouver. » Lucie lut la phrase 2 fois, 3 fois. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle ne pleurerait pas. Elle replia la lettre avec soin, la remit dans la boîte et la repoussa sous le lit. Elle resta là, agenouillée dans l'obscurité, le cœur battant fort. Maintenant, elle savait tout. Elle savait pourquoi sa mère avait fui, de qui elle avait fui, et pourquoi sa grand-mère leur avait menti. Et elle savait que l'homme qui avait ébouriffé les cheveux de son frère était exactement ce que sa mère avait écrit. Il restait 3 jours avant l'audience au tribunal. Édouard joua sa dernière carte. Il arriva le matin, mais cette fois sans venir seul. Maître Renard l'accompagnait avec sa mallette en cuir et un nouveau dossier. Derrière eux, la voiture du brigadier Moulin, gyrophares éteints. Madeleine les vit de la fenêtre et sut que le temps était écoulé. Cette fois, Édouard ne s'assit pas, ne sonna pas, n'apporta pas de cadeau. Il s'arrêta devant la porte, les mains dans les poches, et parla avec cette voix qu'il utilisait quand il ne jouait plus la comédie. « Madame, je vous le dis une dernière fois, mes enfants viennent avec moi. On peut faire ça maintenant, tranquillement. Ou on peut attendre la décision du juge et que les autorités les emmènent. Et je vous garantis que ça arrivera. Ce sera bien pire pour vous et pour eux. » Madeleine agrippa le montant de la porte. « Je ne livrerai pas mes petits-enfants à un inconnu. Je ne suis pas un inconnu. Je suis leur père, et la loi est de mon côté. » « La loi que vous avez achetée. » Édouard serra les dents. Pendant un instant, son masque glissa. Juste un instant, mais suffisant pour que Madeleine voie ce qu'il y avait en dessous. Un homme habitué à ce que personne ne lui dise non. « Vous avez jusqu'à demain, madame. Après ça, je ne serai plus aussi aimable. » Il se retourna et s'en alla. Maître Renard le suivit sans rien dire. Mais avant de monter dans le 4x4, l'avocat regarda en arrière une dernière fois. Il vit la porte de guingois, le rideau à la fenêtre, les poules dans le jardin, et la vieille femme là seule, s'accrochant au montant de la porte comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Cet après-midi-là, quelque chose se brisa. Théo avait tout entendu de l'intérieur. Et dans son esprit de 10 ans, les choses commencèrent à prendre une forme qui n'était pas exactement juste, mais qui avait du sens. S'il lui partait avec son père, sa grand-mère n'aurait plus de problème. La gendarmerie ne viendrait plus, il n'y aurait plus de jugement. Ce n'était pas de l'égoïsme. C'était la logique d'un enfant qui veut sauver tout le monde et ne sait pas qu'il ne peut pas. À 18 heures, quand le soleil commençait à décliner et que la Provence devenait orangée, Théo prit un vieux sac à provisions dans le coin où Madeleine gardait ses affaires. Il y rangea son carnet, ses nouveaux crayons, un t-shirt et la photo qu'il avait retirée du cadre quand personne ne regardait. La photo de Camille. Lucie le vit en premier.
Elle était dans le jardin à éplucher un épi de maïs quand elle vit son frère sortir de la chambre avec le sac. « Qu'est-ce que tu fais, Théo ?» Il ne la regarda pas. « Je vais avec mon père. »« Cet homme n'est pas ton père. »« Si, tu ne veux juste pas l'accepter. »« Théo, écoute-moi. »« Non, tu es toujours en colère contre tout le monde, contre mamie, contre Dieu, contre le monde entier. »« Je suis fatigué, Lucie. Je suis fatigué de manger des crêpes avec du sel. Je suis fatigué de dormir sur un matelas cassé. Je suis fatigué de n'avoir rien. » Les mots jaillirent comme de l'eau d'un barrage rompu. Lucie resta silencieuse, non parce qu'elle n'avait pas de réponse, mais parce qu'elle savait que son frère ne mentait pas. Il disait ce qu'il ressentait, et ça faisait bien plus mal que n'importe quel mensonge. Théo marcha vers la porte. Lucie cria « Mamie !» Madeleine sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle vit Théo avec le sac. Elle vit la direction qu'il prenait et comprit tout en une seconde. « Mon garçon, où tu vas ?»« Je vais avec mon père, mamie. Comme ça, tu n'auras plus de problème. » La vieille sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya au mur. « Théo, s'il te plaît, ne fais pas ça. »« C'est mieux comme ça, mamie. Il peut me donner des choses que tu ne peux pas, et comme ça le juge ne t'embêtera plus. Mon garçon, je n'ai pas besoin que tu me protèges. J'ai besoin que tu restes. » Théo s'arrêta dans l'encadrement de la porte et la regarda. Ses yeux étaient rouges et sa lèvre tremblait, mais le sac était encore dans sa main. « Pourquoi ma mère est partie, mamie ? Pourquoi personne ne me dit la vérité ?» Madeleine ouvrit la bouche. Les mots vinrent jusqu'à ses lèvres. Mais la vérité était un animal trop grand pour passer cette porte ce soir-là. Théo attendit 3 secondes. 4. 5. Le silence de sa grand-mère fut la dernière réponse dont il avait besoin. Il se retourna et marcha vers la route de terre. Lucie courut après lui. « Théo, non! Tu ne sais pas qui est cet homme. »« Si, je le sais. »« Tu ne sais pas. Maman a écrit son nom dans la lettre. » Théo s'arrêta. Il se retourna vers sa sœur. « Quelle lettre ?» Mais avant que Lucie puisse répondre, le bruit d'un moteur coupa l'air. Le 4x4 noir apparut au bout de la route de terre. Édouard n'était pas parti loin. Il était garé au virage depuis des jours, à attendre. Il savait que tôt ou tard, un des enfants marcherait vers lui de son propre gré. Madeleine resta dans l'encadrement de la porte. Elle ne courut pas, ne cria pas. Elle regarda simplement son petit-fils marcher vers ce nuage de poussière, avec un sac à provisions à la main et 10 ans de questions sans réponse sur les épaules. Maître Renard vit tout depuis la fenêtre du 4x4. Il vit le garçon marcher sur la route de terre avec le sac sur l'épaule. Il vit la petite courir après lui en criant quelque chose. Il vit le vent s'arrêter. Et il vit la vieille femme immobile dans l'encadrement de la porte de cette maison en pierre, les bras pendant mollement le long du corps, comme une statue à qui on vient d'arracher l'âme. Édouard baissa sa vitre et fit signe au garçon. Théo s'approcha, monta dans le véhicule et s'assit. Il avait le dos tourné, le sac sur les genoux, les yeux rouges. Il ne dit rien. Édouard sourit. Pas de joie, de victoire. « On y va !» dit-il au chauffeur. Maître Renard ne bougea pas. Il continuait à regarder dans le rétroviseur. La maison en pierre devenait de plus en plus petite. La vieille était toujours là. La petite s'était assise par terre, au milieu de la route de terre, la tête entre les genoux. Et puis quelque chose bougea à l'intérieur de Maître Renard. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait été enterré sous des années de costumes gris, de mallettes en cuir et d'honoraires encaissés sans demander pourquoi. Ce n'était pas l'image de Madeleine, c'était une autre image qui l'avait frappé comme un coup dans la nuque. Sa propre mère, 75 ans, seule dans une maison de retraite à Lyon, les mains gonflées par l'arthrite, et une photo de lui sur la table de chevet qu'il n'avait jamais vue. La dernière fois qu'il l'avait vue, ça faisait 5 ans. Il avait laissé une enveloppe avec de l'argent à la réception et était reparti sans monter à sa chambre. L'infirmière lui avait dit plus tard, par téléphone, « Votre mère a attendu toute la nuit que vous veniez, monsieur. » Il ferma les yeux. Il serra la mallette sur ses genoux, cette même mallette qui contenait les documents. Cette même mallette qu'il allait utiliser pour emmener 2 enfants loin de la maison d'une vieille dame, dont les seuls biens au monde étaient ses 2 enfants et un poulailler. Ce soir-là, à l'hôtel de la ville voisine, Édouard fêtait. Un whisky, puis un autre, puis encore un. Il parlait au téléphone des héritiers comme s'il discutait d'actes notariés. Puis il s'endormit tout habillé. Une bouteille à moitié vide sur la table de nuit. Théo dormait dans la chambre d'à côté, serrant le sac à provisions avec la photo de Camille à l'intérieur. Maître Renard attendit que le whisky fasse effet. À 1h du matin, il entra dans la chambre d'Édouard, avec la clé supplémentaire qu'on lui donnait toujours par protocole. Édouard ronflait.
La mallette noire d'Édouard était sur la table, pas celle du tribunal. L'autre, la noire, celle qu'Édouard ne laissait jamais seule et qu'il fermait toujours avec un code. Mais Maître Renard connaissait le code. Il travaillait pour cet homme depuis 7 ans. 7 ans à ouvrir et fermer des mallettes, à réviser des contrats, à signer des choses qu'il n'aurait pas dû signer. Il ouvrit. À l'intérieur se trouvait ce qu'il savait déjà être là, mais qu'il n'avait jamais osé regarder en face. Des relevés bancaires étrangers, des reçus de virements faits à des juges, des brigadiers, des fonctionnaires de plusieurs départements, des photographies, des contrats falsifiés et un dossier au nom de Camille Moreau, mère des jumeaux, contenant un ordre de surveillance et des instructions pour la retrouver. Maître Renard lut 3 fois pour être sûr que c'était bien écrit ce qu'il croyait lire. Ses mains tremblaient, non de froid, mais de tout le reste. Il prit son téléphone, photographia chaque page, chaque reçu, chaque nom, chaque signature. Il referma la mallette exactement comme elle était. Et il sortit. Il avait été complice pendant 7 ans. Mais l'image de cette vieille femme dans l'encadrement de la porte n'était pas la même que toutes les autres images qu'il avait accumulées. C'était la même image qu'il avait de sa mère le jour où il était parti du centre de retraite sans monter à son étage. Il ouvrit son téléphone et chercha un numéro qu'un collègue lui avait donné des années plus tôt. Un collègue qui travaillait au parquet national financier, par précaution. Il avait dit que ça lui servirait un jour pour se débarrasser de quelque chose de sale. Il ne l'avait jamais utilisé. Jusqu'à ce moment-là, le tribunal de la ville sentait le vieux papier et la transpiration. Un ventilateur au plafond faisait plus de bruit qu'il ne ventilait. Un crucifix de travers au mur que personne n'avait pensé à redresser. Madeleine arriva seule, sans avocat, sans document, seulement les mains croisées sur les genoux et une prière entre les dents. De l'autre côté se trouvait Édouard, impeccablement habillé, assis les jambes croisées comme s'il était dans un restaurant chic. À côté de lui, Théo, portant des vêtements neufs qu'Édouard avait achetés. Le garçon regardait le sol sans rien dire. Maître Renard était assis à côté d'Édouard. Mais il y avait quelque chose de différent en lui. Ses yeux étaient gonflés, sa cravate de travers, ses mains bougeaient constamment. Lucie était assise à côté de sa grand-mère. Elle était venue d'elle-même. Quand Édouard la regarda de l'autre côté de la salle, elle soutint son regard sans ciller. Le juge Aubert entra par une porte latérale. Il s'assit derrière la table avec le calme d'un homme qui sait déjà comment la représentation va finir. La procédure fut ouverte. L'audience de garde des mineurs Lucie et Théo Moreau est désormais en cours. Le requérant, M. Édouard Lavigne, représenté par Maître Renard, demande la garde légale complète sur la base de sa paternité biologique. La défendresse, Mme Madeleine Moreau, s'est présentée sans représentation légale. Aubert regarda Madeleine par-dessus ses lunettes. « Madame, vous comprenez les termes de cette audience ? Je comprends qu'on veut me prendre mes petits-enfants, monsieur le juge. » Un murmure traversa la salle. Il y avait une quinzaine de personnes assises sur les bancs, des habitants du village qui étaient venus voir. Monsieur Bernard, Henriette, le père Mathieu, tous regardant, personne ne parlant. Aubert se racla la gorge. Bien, la documentation du requérant ayant été présentée et aucune représentation légale n'étant là pour la défendresse, je passe à la lecture de la résolution préliminaire. Monsieur le juge, la voix de Maître Renard coupa l'air comme une lame. Tout le monde se retourna. Édouard le regarda, les yeux mi-clos. Maître Renard se leva. « Je demande la parole, monsieur le juge. » Aubert fronça les sourcils. « Maître, la résolution est prête. Votre intervention n'est pas nécessaire à ce stade. » Cependant, monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, ce que j'ai à présenter modifie le fondement de cette audience. Édouard se pencha vers lui. « Renard, asseyez-vous, » siffla-t-il entre les dents. Maître Renard ne s'assit pas. Pour la première fois en 7 ans, il désobéit. Il ouvrit la mallette, mais ne sortit pas le dossier de garde. Il sortit une grosse enveloppe en papier Kraft, qui n'était pas là la veille. Il la posa sur la table du juge, et parla d'une voix claire, plus claire qu'il ne l'aurait lui-même attendu. « Monsieur le juge, dans cette enveloppe, vous trouverez des preuves documentaires des activités illicites de monsieur Édouard Lavigne, des virements bancaires sur des comptes à l'étranger, des paiements directs à des fonctionnaires publics dans cette région, dont le brigadier Moulin, des contrats frauduleux et un dossier au nom de Camille Moreau, mère des enfants, documentant des menaces, des ordres directs et un ordre de surveillance émis contre elle par monsieur Lavigne. » Le silence qui suivit était si dense qu'on pouvait presque le toucher. Édouard se leva brusquement. « C'est un mensonge. Cet homme est fou, monsieur le juge. C'est un piège. » Maître Renard ne le regarda pas. Il continua à s'adresser au juge. « Cet homme n'aime pas ses enfants, monsieur le juge. Il les aime comme on aime un titre de propriété.
comme on aime un morceau de terre, parce qu'on désire quelque chose qui peut être utilisé comme levier. Son propre père exige des héritiers légitimes pour transférer le contrôle de ses affaires. Sans ses enfants, Édouard Lavigne perd tout. C'est la seule raison pour laquelle il est ici. Aubert regardait les papiers, le visage pâle. Ses mains tremblaient, parce que parmi ces documents, il y en avait un avec son propre nom, un reçu, une date, un montant. Le brigadier Moulin, qui se tenait au fond de la salle, marcha vers la porte. Mais avant qu'il puisse sortir, 2 hommes en gilet bleu marine entrèrent par cette même porte, et 2 autres par la porte latérale. Le parquet national financier. Maître Renard sortit son téléphone de sa poche. Des copies de tout cela ont été envoyées au procureur de la République hier soir. Ils sont déjà là. Édouard le regarda avec une fureur qui n'était plus celle d'un homme d'affaires, mais celle d'un animal acculé. « Je vais vous détruire. Vous m'entendez? Je vais vous enterrer. »« J'ai déjà été enterré, monsieur. Je le suis depuis 7 ans. » Théo regardait depuis sa chaise. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait les expressions, la fureur d'Édouard, la peur du juge, les menottes au poignet du brigadier. Et il comprit quelque chose qui se brisa en lui comme un verre qui tombe. L'homme qui lui avait donné les crayons. L'homme qui lui avait dit « mon fils ». L'homme qui lui avait promis une école de peinture et une chambre rien que pour lui. Il ne voulait pas. Il n'avait jamais voulu. Théo regarda sa grand-mère de l'autre côté de la salle. Les yeux de la vieille femme étaient beaux et pleins de larmes, mais pas de défaite. Le garçon se leva, lâcha le sac à dos par terre, marcha entre les bancs, passa devant Édouard qui criait des choses que plus personne n'écoutait, et alla jusqu'à Madeleine. Il s'assit à côté d'elle, ne dit rien, et prit simplement sa main. Lucie de l'autre côté s'en saisit aussitôt, et Madeleine, qui n'avait pas pleuré devant personne depuis 10 ans, ferma très fort les yeux, serra les mains de ses petits-enfants et laissa les larmes tomber sur son châle propre, sans faire de bruit. 5 jours passèrent. Édouard Lavigne fut transféré dans une prison provisoire dans l'attente de son procès. Le brigadier Moulin fut arrêté le même jour, passé en menottes devant les gens qui le craignaient depuis des années. Le juge Aubert démissionna le lendemain avant l'aube. Personne ne lui dit au revoir. Maître Renard disparut. Personne ne savait où il était allé. Certains disaient qu'il était entré dans un programme de protection des témoins. D'autres disaient qu'il était simplement parti loin pour recommencer. Mais Henriette jura que le matin qui suivit le jugement, elle vit un taxi s'arrêter devant une maison de retraite à Lyon, et qu'à l'intérieur il y avait un homme mince avec des lunettes portant une mallette en cuir. On ne sait pas si c'est vrai. Mais parfois les histoires n'ont pas besoin d'être confirmées. Elles ont besoin d'espoir. Quelque chose changea dans le village. Le lendemain matin de l'audience, M. Bernard se présenta à la porte de Madeleine avec 2 sacs de farine et un cajot de légumes. Il ne dit rien, les posa là et repartit. Henriette arriva plus tard avec une tarte aux abricots et une accolade qui dura plus longtemps que n'importe quel mot. Le père Mathieu vint l'après-midi avec 2 garçons du village qui, sans qu'on le leur demande, commencèrent à réparer le poulailler. Madeleine les observait depuis la porte, ne sachant pas quoi dire. Elle n'avait pas besoin de rien dire. Le village était arrivé en retard. Mais il était arrivé. Théo était assis dans la cour avec son vieux carnet sur les genoux. Il n'utilisait plus les crayons de couleur qu'Édouard lui avait donnés. Il dessinait avec son vieux crayon usé, mais le dessin était différent. Ce n'était plus le visage d'une femme dont il se souvenait à peine. C'était la maison en pierre avec ses murs craquelés, le poulailler avec les poules maigres, et à la porte, une femme ronde avec un châle et des pantoufles, tenant un panier. Lucie sortit dans la cour, s'assit à côté de son frère, regarda le dessin et ne dit rien. Il n'y avait pas besoin. Puis elle se leva et alla là où Madeleine était assise sur le petit tabouret en bois, épluchant un épi de maïs. La petite resta debout un moment devant elle. La vieille leva les yeux. « Mamie. »« Dis-moi, ma chérie. » »« J'ai lu la lettre entière, jusqu'à la dernière ligne. » Madeleine posa le maïs dans le panier. Elle la regarda avec ses yeux fatigués qui avaient tout trop vu. « Et qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que maman t'a demandé de prendre soin de nous, et je pense que tu l'as fait. Et je pense que tu ne nous as pas dit son nom parce que tu avais peur que la même chose qui lui est arrivée nous arrive. » La vieille ne répondit pas. Elle inclina seulement lentement la tête. « Je ne suis pas en colère, mamie. Plus maintenant. » Lucie se pencha et la serra dans ses bras. Madeleine la serra contre sa poitrine, comme Camille serrait les jumeaux quand ils étaient sur le bébé, avec cette tendresse désespérée que seules les femmes qui savent ce que c'est de perdre possèdent. Mais cette fois, elle n'allait pas perdre. Cette fois non. Ce soir-là, Madeleine alla jusqu'au mur où était accrochée la photo de Camille. Elle fit le signe de la croix, porta ses doigts à ses lèvres et les posa sur le verre. Mais cette fois, elle ne dit pas
Veille sur eux de là où tu es, ma fille. » Cette fois, elle sourit. Parce que la lettre était toujours dans la boîte en bois, parce que Camille n'était pas revenu, parce qu'il y avait des questions qui resteraient vies probablement sans réponse. Mais les jumeaux étaient pas dans la chambre à côté, endormis sur leur vieux matelas, les jambes entrelacées, le carnet de Théo entre eux. Lucie fronçait les sourcils même dans ses rêves. Théo, la bouche ouverte, la main encore marquée de crayon, avait choisi de rester, non parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, mais parce qu'il avait compris quelque chose qu'Édouard Lavigne ne comprendrait jamais. Une maison ne s'achète pas avec des crayons de couleur, des écoles de peinture ou des 4x4 aux vitres teintées. Une maison se construit avec des crêpes à 4 heures du matin, avec des biberons chauffés dans le noir, avec des poules maigres et des œufs vendus à 1,50 € pour acheter des médicaments. Une maison se construit avec des mains. Et les mains de Madeleine, abîmées, calleuses et vieilles, avaient construit la meilleure maison que ses enfants auraient jamais pu avoir. Le lendemain matin, le soleil ne s'était pas encore levé quand Madeleine était déjà debout. Elle attacha son châle sur ses épaules, glissa ses pieds dans ses vieilles pantoufles et sortit dans la cour. Mais cette fois, elle ne sortit pas seule. Lucie était à côté d'elle, les cheveux en bataille et les yeux à moitié fermés, tenant le panier en osier. « Je t'aide avec les œufs, mamie. » Et derrière elle, Théo, pieds nus, le carnet sous le bras, bâillant. « Je peux dessiner les poules pendant que tu travailles. » Madeleine les regarda, ne dit rien, plissa seulement les lèvres, hocha la tête et marcha vers le poulailler. 4 œufs, 2 encore chauds. Elle les posa dans le panier que Lucie tendait, les caressa du pouce et continua d'avancer. Certains disent que l'amour de mère est le plus fort du monde, mais je crois qu'ils se trompent. Le plus fort est celui d'une grand-mère qui n'avait aucune obligation de rester, et qui est restée, qui n'avait pas les forces et les a trouvées, qui n'avait pas les réponses et a quand même fait face chaque jour pendant 10 ans. Madeleine ne sauva pas ses petits-enfants avec de l'argent, ni avec des avocats, ni même avec des documents. Elle les sauva avec les seules choses qu'elle avait. Un vieux poulailler, un panier d'œufs et un amour si solide que même un homme avec tout le pouvoir du monde n'avait pas pu le faire plier.